Je vais essayer de vous parler sans micro. Est-ce que tout le monde m'entend bien? D'abord, initialement, j'ai été surpris. Je suis très flatté que vous ayez pris cette formation-là. Il y a quelques années, pour faire une histoire courte, j'avais écrit des documents sur la pensée critique, l'importance de développer le jugement sur nos élèves. Et c'est quelque chose qui ne se levait pas, en quelque sorte. C'est comme quelque chose qu'on ne venait pas chercher. Alors, bien sûr, l'absentéisme que je vais traiter après-midi, ça, on en demande, ça, on m'en parle, ça, on me demande. J'arrive justement dans le coin des commissions scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est une préoccupation. Mais la pensée critique, le jugement de nos élèves, très peu. Et lorsque j'ai consulté la programmation de ce colloque, c'est de voir que le premier atelier, je ne pense pas que c'est à cause de moi, mais le premier atelier que vous avez choisi, complet, et que beaucoup de monde voulait prendre, c'était ce développement de la pensée critique de nos élèves. Alors, je me suis dit, voilà une préoccupation. Vous allez voir que bien des auteurs, je vais faire intervenir 3 grands auteurs qui ont parlé d'altération, du manque de jugement de nos jeunes, de nos sociétés. Je vais les expliquer tantôt. Entre autres, 3 auteurs qui vont être la référence. Un, entre autres, que je vous conseille de lire sur Internet directement, Jacques Grandmaison, « Quand le jugement fout le camp ». Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Jacques Grandmaison, c'est un jésuite, c'est un sociologue de formation. Et je vous conseille de lire, sans nécessairement le livre au complet, les 35-40 premières pages qui expliquent un peu le contexte qui fait qu'à un moment donné, le jugement est erroné, il y a une altération et comment l'importance de développer le jugement autant chez nos jeunes comme chez nos élèves. Le deuxième auteur que je vais prendre en considération, le deuxième auteur est Charles Taylor. Tout le monde connaît Taylor? Les accommodements raisonnables avec Bouchard, lequel est un philosophe qui a écrit, entre autres, la formation de l'identité et qui, lui aussi, parle beaucoup de l'importance de l'être, du savoir-être, et on va en revenir à cet aspect-là, l'importance de développer le jugement. Et mon troisième auteur, un économiste, John Kenneth Galbraith, qui, lui, fait justement un peu, comme je dirais, le procès, voire sa thèse un peu anti-sociétale, anti-productiviste, cette vision économiste qui nous altère, que nous vivons à tous les jours. L'objet de la conférence est pourquoi c'est si important. Je ne pense pas que je vais répondre aujourd'hui, mais je veux au moins vous faire l'immersion, donner des points, des idées, des points de repère pour qu'on puisse s'interroger dans nos milieux, dans notre milieu respectif, les CFGA, les centres de formation professionnelle. Pourquoi est-ce que c'est si important, même quand on donne des compétences, des habilités, des connaissances, de développer le jugement critique de nos élèves? Je vais essayer de vous donner un peu mon point de vue et les points de vue des auteurs là-dessus. Le deuxième, c'est comment on peut mesurer ça. Le problème, souvent, la pensée critique, tout le monde est d'accord, mais comment qu'on mesure ça, puis ça veut dire quoi? La plus belle preuve, il n'y a pas un auteur qui va dire, par exemple, le même mot. Soit ça va être esprit critique, ça va être analyse critique, ça va être jugement. Un autre, il appelle ça la conscience. Donc, les termes, les interprétations, les appellations sont tout à fait différentes. Et l'autre problème qu'on a, c'est comment on peut mesurer que le jugement critique, il a son processus de maturation. Et là, je vais me servir d'une expérience qui est unique, en observant un petit peu de Jacques Boisvert, son expérience en 2000 dans un centre, c'est-à-dire dans un cégep. Il a fait, je pense, sa thèse de doctorat là-dessus. Mais je vais faire intervenir une expérience qui a été coachée, entre autres, par Michel Perron, que vous connaissez, qui est le grand maître des Crépas, des écoles, avec d'autres professeurs de l'Université du Québec à Chicoutimi. Une étudiante qui a travaillé avec un groupe de jeunes parents dans un centre d'éducation des adultes pendant 8 mois, où on a vécu une expérience, je dirais, d'échange de groupe dans le but premier, fondamental, était de développer l'esprit critique. Et je vais essayer de vous dire aussi, vous montrer comment on peut faire du développement critique aux gestionnaires que je m'adresse à pas trop cher, à pas trop coût, mais comment on le peut faire un peu à la méthode, je vais revenir là-dessus, à la pédagogie McCourt. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Frank McCourt, qui a écrit Team Teaching, Teacherman, et qui a démontré comment on peut, dans notre classe, de façon tout à fait naturelle, anodine, quotidien, développer tranquillement le jugement critique de nos élèves. Alors, je donnerai un peu ces moyens-là.
La contextualisation, le contexte, posons la problématique. Ces trois auteurs-là, je vous dirais, curieusement, je vous apprends que je viens d'abord du milieu des affaires sociales. Ma formation en travail social et en psychothérapie, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de la psychiatrie et je travaille beaucoup dans le département des sciences humaines, enseigne pour les étudiants en bac en travail social, j'ai des étudiants en enseignement et j'ai des étudiants en psychologie. Donc, le monde de l'éducation et le monde des affaires sociales, un terme que je garde encore, ce qui équivaut aujourd'hui services sociaux, services de santé, bien, ces deux mondes, au fond, qui se retrouvent avec le même problème d'altération, je dirais, du jugement critique. À savoir, selon ces auteurs-là, que quand il y a absence de mesure, au fond, ce qu'il nous dit, c'est quand il y a absence de mesure, c'est quand le temps de réaction est privilégié sur le temps d'analyse. Avez-vous entendu souvent dire dans votre milieu, il y a absence d'analyse? On nous fait faire des affaires. Je penserais, par exemple, le renouveau pédagogique qu'on nous a informulé, les formules transversales, les reformules d'examen. Et on nous fait faire des affaires. À un moment donné, ça ne marche plus, c'est d'autres choses qui fonctionnent. Donc, souvent, le mot absence d'analyse revient souvent. Et je vous dirais, depuis le fameux terme, et je pense aux gestionnaires en particulier, depuis qu'on demande des réadditions de comptes, OK, sur la productivité, on n'a plus tellement de temps de faire de l'analyse, OK? Toujours selon ces auteurs-là et toujours selon la réalité quotidienne. Quand c'est le temps de réaction qui commence à primer sur le temps d'analyse. Et là, on a un problème de société. Le temps de réaction, c'est-à-dire, c'est comme de zapper, hein? C'est comme de texter. En passant, moi, j'ai vraiment un problème d'urticaire quand je parle avec un de mes élèves, que je lui parle puis qu'il me texte en pleine face. Je ne sais pas si vous avez ça, ce problème-là, là, mais pas capable. OK? Or, quand le temps de réaction devient privilégié, on zappe, on texte aujourd'hui, on essaie, c'est l'immédiateté. C'est pour ça souvent qu'on parle de nos générations C, nos élèves, particulièrement nos générations C, que certains appellent les générations YOLO, OK, qui sont hyper connectés, comme si ça devient une nouvelle membrane. Et hyper connecté, c'est comme si à un moment donné, on n'a plus de jugement là, mais le jugement passe par le Facebook. D'ailleurs, le nouveau portfolio des jeunes actuellement, c'est les Facebook. Quand on vit des expériences, toujours selon les auteurs, sans espace-temps de réflexion, on se donne plus le temps, la capacité, le moyen de réfléchir. Je dirais encore plus, c'est qu'il faut acheter maintenant. Après, on verra plus tard comment on va accéder, comment on va payer. Donc, et ça fait ce qu'on appelle, certains appellent ça intervenir, agir par l'émotivité. OK? Alors, dans un monde et je dirais un monde économiste, un monde où la productivité, la rapidité et la performance sont très privilégiées, ça nous amène également à des débordements éthiques. Et là, la plus belle preuve qu'on a, le plus beau laboratoire qui se passe à la télévision, à RDI tous les jours, c'est la commission Charbonneau. C'est que quand tu écoutes, et ce qui m'est toujours effarant, c'est quand tu écoutes les gens, ça devient comme une culture, ça devient comme bon an, mal an, c'est normal, parce que pour la productivité, il fallait passer là. C'est bien qu'on vient à normaliser, pour ne pas dire banaliser, tout ce qui n'est pas éthique. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses de non éthiques qui se passent aujourd'hui. Ce qui fait que je vais essayer de... Guillaume, j'ai perdu ma feuille. Pardon. OK. Pourquoi c'est important d'apprendre à nos élèves à développer leur esprit critique? Voilà ce que moi j'en dis et ce que je trouve important. Le premier, si je suis devant votre... Vous m'excuserez. Le premier, c'est de reconnaître à nos élèves. Reconnaître. Prenez le mot reconnaissance. Depuis quelques années, ce mot-là, je l'entends beaucoup dans vos centres de formation. Un milieu que je connais davantage, en particulier les centres d'éducation des adultes, les centres de formation professionnelle aussi qui commencent à, vous allez voir, une des réalités qui se ressemblent de plus en plus en ces deux mondes-là. La reconnaissance du point de vue de l'élève. Je vous raconte une histoire. Une enseignante, elle a des jeunes devant elle, et des jeunes qui ont eu, entre guillemets, l'expression « poqués par la vie », poqués par le scolaire, poqués par bien des expériences de vie.
Et là, elle les a devant elle, elle veut les interpeller par rapport à leur motivation scolaire. Alors, un matin, elle leur demande, qu'est-ce qui est important? Pourquoi vous revenez à l'école? On est au début de septembre, on va faire un retour aux études, la plupart, c'est des raccrocheurs. Alors, bien sûr que là, certaines vont prononcer des mots comme « Ah, ben je viens parce que moi, je veux donner un exemple à ma fille, je viens parce que je veux refaire ma vie. » Donc, souvent, un peu le mot ou les phrases que les gens veulent bien entendre ou bien veulent bien dire pour faire plaisir à. Il y a en arrière Sébastien, avec sa calotte de côté, qui se lève, et aussitôt qu'il se lève, toutes les autres se mettent à rire. Sébastien, OK? Et qui dit, ben moi, vous allez trouver ce poche, ce que j'aime, c'est jouer au hockey. Alors, les gens se mettent à rire. Sébastien, ça n'a pas de rapport, ça n'a aucun rapport, c'est pas la question, c'est l'école. Tout le monde se met à rire. Sébastien ne sait pas trop comment réagir, comment agir. Et à un moment donné, il se met un peu à rire. On va dire, bon, regarde, j'ai continué à faire le con. J'ai été le con toute ma vie. Donc, on va rire de moi. Je vais continuer à rire. L'enseignante a dit, non, non, Sébastien, j'aimerais comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Quand tu dis que tu veux, que pour toi, c'est important de jouer au hockey. Ce matin-là, où l'enseignante a pris la peine d'essayer de comprendre le mot, même souvent dans le mot, je dirais, ou la phrase ou l'expression un peu qui semblait ridicule, il a commencé à nous dire comment pour lui c'était une forme, jouer au hockey, d'abord de non-stigmatisation. Il jouait avec des retraités, il jouait avec des anciennes enseignantes, il jouait avec des travailleurs du monde normal, et non plus dans les classes normales, anormales, des classes de débiles qu'il était au secteur des jeunes, dans ses propos, qui, lui, avait réussi, maintenant, il y avait de la performance. De 93 comme performance comme handicap, il était rendu à 143. Et ainsi de suite. Ce propos-là de ce matin-là, l'enseignante s'en est servie, et s'est servi aussi de tout ce que les gens pouvaient dire qui semblait ridicule en soi, qui semblait de la bravade, de la dissidence. Et Dieu sait souvent qu'on va le recevoir comme ça, OK? Surtout quand quelqu'un, on lui aura toujours appris à dire, quoi faire, quoi penser, mais vraiment jamais prendre le temps de son opinion. Donc, ça a changé la tournure de sa classe, et pour Sébastien, ça a changé la tournure de sa vie. Et qui, pour l'enseignante, qui me racontait l'expérience, ça a été sa façon de comprendre comment reconnaître le point de vue de nos élèves est important. Le deuxième, quand survient l'adversité, l'inconfortable ou le questionnement, la réflexion devient un outil. Ça devient un moyen et non plus quelque chose qu'on cherche à éviter. Pensons à nos jeunes toxicomanes, pensons à beaucoup de nos gens, même nos adultes aujourd'hui, qui cherchent à éviter la réflexion, parce que la réflexion les fait souffrir. Et ça m'a étonné dans ma carrière en intervention. Le pire temps qu'on souffre, c'est quand on se couche le soir, parce qu'on est toujours tout seul le soir. Et on n'a pas le choix. Les événements, les choses difficiles nous reviennent dans le cognitif. Donc, ici, on veut apprendre à nos élèves que la réflexion n'est plus un ennemi, n'est plus un facteur qui va me permettre de fuir, mais plutôt un facteur qui peut être motivant, mobilisant, et un facteur qui va être important dans ma vie. Cyrulnik, Boris Cyrulnik, que vous connaissez, je suis en train de préparer quelque chose sur la résilience, parce que vos écoles, en passant, c'est un petit 10 secondes que je vais vous envoyer, les centres d'éducation des adultes, les centres de formation professionnelle, vous êtes des écoles, des centres de résilience. Et ça m'a étonné, parce que souvent, beaucoup de gens me disent « Comment ça fait, M. Drolet, vous êtes dans le domaine des affaires sociales, puis vous êtes arrivé dans nos écoles, vous n'êtes pas... » Bien sûr que j'ai une maîtrise en éducation, mon doctorat est en sociologie, mais je n'ai pas d'expérience en enseignement. Et je leur dis souvent « Écoutez, j'ai toujours été interpellé indirectement de voir des clientèles, des gens, des vécus, des gens qui ont passé par vos centres, qui se sont reconstruits. » Et ça sera mon prochaine conférence. Vous allez peut-être être surpris et étonné de voir, et souvent les gens vont dire, « Ben oui, mais on était inclus là, on était là 2 ans pour eux autres, puis on ne le sait pas, puis même souvent ils sont partis. » Inquiétez-vous pas, parfois, souvent, ça a un effet positif. Donc, ça devient un outil qui permet, au lieu d'être proactif, ça devient aussi également une habitude.
Est-ce qu'il y en a? Levez vos mains, ceux-là qui ont plus que 60 ans ici. C'est pas facile de lever la main quand on a 60 ans. On est gêné, hein? J'ai dit, je vais m'essayer par après. Vous savez, autrefois, les grands-mamans, quand je travaillais en psychiatrie, j'avais une grand-maman qui me racontait que pour elle, ça a été un enfer, sa vie. Bon, sans aller dans les détails, mais sa vie avait été une vie dure, très dure. Et elle me racontait que son moment de réflexion, son habitude, c'était les vêpres. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les vêpres. J'ai l'impression que je suis en train de vous perdre totalement. C'était le dimanche soir. Autrement dit, on n'avait pas besoin d'antidépresseurs à l'époque ou de somnifères. On allait aux vêpres, on s'endormait, puis on dormait bien. OK? C'est ça carrément. Mais c'était ces moments, comme bien des moments de nos gens de cette époque, les moments où on allait à l'église, qu'on était devant l'ostentatoire, devant le Saint-Sacrement, et que c'était dans la pénombre des moments de réflexion. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on enverrait nos jeunes dans les églises, dans les chapelles. Je pense que c'est plutôt fumer du pot que certains en prendraient, ou bien il y avait l'encens qu'on prendrait. Donc, mais c'est devenir une habitude dans la pratique réflexive. Et si ce n'était rien qu'une habitude, que la réflexion deviendrait une habitude, déjà, on aurait gagné un grand pari. Comment? Encore une fois, beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes fuient la réflexion, anesthésient la souffrance que vient de la réflexion qui est mal construite, qui est mal induite, pour en arriver à être capable de fonctionner normalement. C'est un impact aussi sur les capacités d'apprentissage. Le plus bel exemple, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici de Lebel-Quévillon ou qui connaît Pierre Audy. Allez faire une lecture dans Pierre Audy, 1993, une expérience qu'ils ont faite avec une enseignante à Lebel-Quévillon en 1993, avec des jeunes qui avaient des difficultés scolaires, dans lequel on les a intégrés dans un processus de groupe, d'échange, nommer, appeler leurs difficultés, travailler les API, l'actualisation de potentiel intellectuel, la méthode de travail, travailler les étapes du processus de résolution de problèmes, etc. Où on s'est aperçu, après quelques mois, pour une bonne part de ces élèves qui étaient convaincus, dont bien du monde était convaincu de leur je dirais, d'une espèce de prophétie pessimiste que jamais ils pourront atteindre des niveaux standards scolaires, des étudiants, des élèves qui sont revenus à l'académique, dans les classes normales. Ce que je veux dire ici, c'est que la réflexion peut devenir un stimulant pédagogique. Qu'un élève comprend qu'à un moment donné, réfléchir, juger, apprendre à examiner, juger, peser le pour des choses et être capable de prendre des solutions et des décisions éclairées, va lui donner une confiance énorme sur le plan pédagogique. Pour un élève, en d'autres termes, de lui prendre le temps de dire qu'est-ce que c'est que tu penses et quel est ton point de vue, de là l'importance, et je ne reviendrai jamais autant sur l'importance de l'encadrement individualisé, OK? Pour un élève de sentir qu'on l'écoute, qu'on attend son point de vue, c'est vraiment un respect fondamental, non seulement son point de vue, mais de son désir d'être considéré comme un adulte. Donc, c'est un impact sur les capacités d'apprentissage moral et sur le savoir-être des élèves. Je l'ai ajouté vers la fin parce que je suis étonné, de plus en plus dans les centres de formation professionnelle en particulier, que ce mot-là, depuis quelques années, revient. Pourtant, les CFP, on travaille des habilités, des compétences en fonction utilitaire, de langue utilitaire. Mais de plus en plus, on se rend compte avec les nouveaux élèves, les préoccupations globales des préoccupations de nos élèves, que le savoir-être est aussi important, même dans nos formations. Je donne une petite... il y a bien pour vous montrer des définitions qu'on s'en donne. Je vais vous en donner une qui vient de Jean-Paul Desbiens, ce qu'on appelait autrefois le frère Untel. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler du frère Untel, qui disait que l'exercice de l'esprit, c'est l'exercice même de penser, d'examiner, de peser et enfin de juger. Prendre le temps de s'arrêter, voir le problème, la difficulté, trouver des avenues, voir les possibles et en fin de compte, prendre une décision.
Et cet esprit critique-là, c'est aussi des habitudes. C'est des habitudes et c'est des attitudes aussi à recevoir la critique. Le jugement, c'est être capable d'apprendre à recevoir la critique, être capable d'écouter les autres, d'être capable de donner la réplique, être capable... Voyez-vous, c'est un ensemble. Ce n'est plus seulement des habiletés intellectuelles, mais c'est aussi des attitudes que Robert Ennis, qui a travaillé beaucoup sur le domaine de la pensée critique, c'est beaucoup aussi l'ensemble des attitudes personnelles. Le problème souvent, et ça m'entre dans la partie, c'est quoi les 4 niveaux de pensée critique et des indicateurs de mesure? Et c'est là souvent que les gens se questionnent et nous disent comment on peut évaluer ça. Et là, je vous donne simplement, à la suite un peu de l'expérience qu'on a eue avec notre étudiant de maîtrise pendant les 8 mois avec un groupe de jeunes parents, et à la lumière aussi puisée sur Paulo Freire, l'expérience de l'alphabétisation qu'il a fait en Amérique du Sud, aussi mais puisant sur un document de Marie-France Daniel qui est à l'Université du Québec à Montréal, je pense, avec La Fortune puis un dénommé Palaccio, qui ont travaillé beaucoup sur le jugement critique, la formation de la pensée critique. J'ai développé, pour être capable d'évaluer, que pourrait vous servir très, très bien avec vos élèves sur le plan individuel. Ça va vous nommer, ça va vous visualiser, vous permettre de visualiser où vos élèves sont rendus dans cette démarche de maturation critique. Ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas le Pérou, c'est-à-dire ce n'est pas l'idéal, c'est un amorce, mais je pense qu'on va donner ici, ce que je vais vous donner ici, peut vous aider à dire, ah, tu vois, mon élève, je le situe davantage à tel niveau. Mon élève, je le vois à tel niveau. Ah, mon élève a fait tel progrès parce qu'il est rendu à tel niveau. OK? Le premier niveau, et je vais me servir de l'expérience d'abord de 2 témoins dans ce groupe de parents. J'ai Kim, 23 ans, une jeune Amérindienne, jeune Atikamekw, OK, qui participe à ce regroupement. Elle est la plus jeune du groupe. L'autre, je vais l'appeler Georges. J'ai choisi ce nom-là parce que lui a une attitude, a une option de façon différente de se représenter les problèmes, les difficultés. Mais ces 2 témoins-là, on va voir comment ils ont pu évoluer dans le cadre du fonctionnement de cette approche de groupe, des échanges qu'ils ont eus entre eux. Les échanges qu'ils avaient, c'était sur des thèmes touchant leur vie de parents, des thèmes touchant des termes un peu comme philosophiques, le bonheur, l'amour, des thèmes d'actualité, des accommodements raisonnables, les problèmes économiques, etc. Donc, on avait comme condition, et je vous donne un petit peu en même temps dans le comment faire, au moins 90 minutes par semaine. OK? C'était des rencontres de groupe, des rencontres d'échange. Et là, on était toujours le même groupe. D'accord? Bien sûr qu'il pouvait y avoir aussi des échanges parce que ce n'étaient pas nécessairement des élèves qui étaient dans la même classe, ils étaient un peu répartis dans différentes classes. Le premier niveau de pensée, c'est la pensée critique aliénée. Pensée critique aliénée, c'est une représentation de soi faible ou surfaite. OK? Kim qui vous dit tout de suite, moi, induite d'émotion, moi, je le sais que je ne suis pas une bonne mère. Je le sais que les autres sont OK, les autres sont corrects, mais pas moi, point, c'est tout. Alors, vous voyez, c'est formel, c'est induit d'émotions, ça se traduit par des émotions. Incapable de voir plus loin, sa certitude, c'est que je suis pas bonne. L'autre, Georges, c'est que lui a appris, il est suivi par la DPJ, OK, parce qu'il y a violence avec ses enfants. Lui, il va dire, ben moi, je sais qu'avec mes enfants, là, une bonne claque sa gueule, j'ai appris ça chez nous, une bonne petite claque sa gueule, ça fait du bien, ça fait des hommes. Regarde, aujourd'hui que je suis, c'est un homme, il se tient debout, j'ai appris à me défendre. Puis, regarde quel genre de société, ne pourrait pas me dire le contraire, quel genre de société qu'il faut de la compétition, il faut être fort. Puis moi, ce que je fais, c'est correct. Même si les professionnels disent le contraire, moi, c'est correct. Donc, une représentation surfaite
J'appelle ça une représentation narcissique. OK? Les narcissiques, en passant, s'ils vont consulter, un jour, ils viennent me voir, je lui dis, parce que je suis psychothérapeute, formation en psychologie. Ah, vous n'avez pas une formation en psychiatrie, hein? C'est les gens qui sont toujours le meilleur. Si vous dites que vous êtes enseignant, j'aimerais mieux voir le directeur. Et si vous êtes le directeur, j'aimerais mieux voir le président de la commission scolaire. Alors, c'est un peu comme l'idée surfaite. D'accord? Et dans cette partie-là, c'est aussi des individus qui ont une carence d'introspection et qui vont éviter de réfléchir. La réflexion, c'est leur ennemi. La réflexion, c'est de l'angoisse. La réflexion, c'est quand je réfléchis, je ne me revois qu'un miroir négatif, OK, au fond démoniaque de ce que je suis, de ce que je représente. Donc, à ce niveau-là, c'est qu'on arrête, on fuit les occasions de réfléchir. OK? Et je dirais même, quand pour ces deux personnes-là, dans le groupe de soutien, le groupe d'expérience qu'on avait vécu, il fut difficile en particulier de se maintenir dans le groupe. Il fallut que l'intervenant, même les enseignants de la classe, viennent les seconder, les appuyer, parce que ces 90 minutes-là qu'on parlait de soi, qu'on parlait de réalité, même si on ne parlait pas de soi, ça nous ramenait à nous-mêmes et c'était quelque chose de pénible, de déstabilisant à ce niveau-là. C'est aussi un moment d'une vision réduite des alternatives de solutions face aux difficultés rencontrées. La personne ne voit pas d'issue possible, ne voit pas d'avenue possible pour être capable de cheminer dans sa vie. Elle ne voit pas d'ouverture et ne voit même pas, et encore moins, ne voit pas d'avenir. Quand je parle de la notion d'avenir, je me souviens, je travaillais avec un groupe de jeunes en difficulté, ce qui appelait des non-volontaires. C'était il y a 25 ans, assez loin, merci, et qui, à un moment donné, c'était le cégep d'Alma qui était responsable. On nous avait fait un beau livre et je rencontrais mes 14 jeunes. Les non-volontaires à l'aide sociale, c'était des jeunes qui ne voulaient pas rien savoir. On m'avait dit, écoute, Alain, on a un beau budget de 125 000 $. C'était payant à l'époque, il y avait de l'argent, tu sais, c'était avant la crise de... Et on disait, bien, essaie de voir ce que tu peux faire quelque chose. Le cégep avait préparé un très beau cahier, un très beau livre. Et à un moment donné, j'arrive un matin, je leur présente le livre et je leur dis comme question, je pose comme question, je les ai devant moi, ils se conforment, ils sont bien corrects, bien appropriés, bien... Et je leur dis, on va travailler aussi vos projets de vie. Quelle gaffe que je venais de faire. Quelle gaffe monumentale. Là, je venais de les perdre. Projet de vie. Quand on n'est pas bien avec soi-même, dans la phase aliénée, là, les projets, on ne les voit pas. On ne les envisage pas. On envisage l'immédiat. Les beaux cahiers qui représentent, en passant, et les beaux cahiers ne furent pas des beaux cahiers bien, bien longtemps, ils furent déchirés, oubliés, etc. Mais je me souviens que cette notion de projet de vie, et il a fallu que je revienne avec eux pour leur dire, bien, on n'est pas rendu là. Et souvent, c'est la fuite dans le ludique, dans la fuite ou dans la fuite en avant, si on parle de fuite en avant dans les consommations, ou dans le ludique, dans le plaisir, qui vont être un peu, je dirais, leur modus vivendi, leur forme d'opération. Lorsqu'à un moment donné, on est rendu à une phase subséquente, et je vous dirais, avec l'expérience des jeunes, à la phase pensée critique et à la phase de pensée critique en éveil, en toute honnêteté, pour voir vraiment une différence, il faut se donner 3-4 mois. Vous allez dire, c'est long, mais écoutez, c'est très long, effectivement, parce que quand il y a des gens qui n'ont pas eu cet exercice-là de le vue, il faut se donner du temps et de la chance et de la possibilité. Mais on peut en arriver à une deuxième phase, qui est la phase en éveil, dans laquelle l'individu, à ce niveau-là, commence à consentir, à poser un regard sur soi et sur son fonctionnement. Alors, voyez-vous, là, il commence à être capable d'avoir un regard métacognitif sur sa réalité, sur son vécu, sur ses pensées. Il commence à réfléchir. Encore en balbutiement, très, très fragile, reconnaissons-le, il est vulnérable, mais il commence à prendre conscience aussi de l'autre et ses besoins. OK?
il commence à être capable de s'arrêter pour réfléchir et à nuancer ses perceptions. Kim dira maintenant, je suis peut-être pas si mauvaise mère que ça. On me dit, et c'est le groupe qui a renforcé ce message-là, on me dit que je prépare des bons repas, que je fais attention d'arriver d'école pour être dans la classe, je ne veux pas que mon enfant soit un enfant avec une clé dans le cou, je ne suis pas si une mauvaise mère que ça. Donc ici, la personne ou l'élève a, je dirais, une pensée plus nuancée, commence à voir des avenues. Et ces avenues-là sont grâce, je dirais, à la conscience du groupe, ce que le groupe lui a rappelé. Je ramène ce que Jean-Pierre Gênes, le maître d'éducation, a dit. Pour avoir une conscience de soi, il faut avoir une conscience des autres. Et c'est pour ça qu'il fait beaucoup référence, un peu comme le faisait référence Jean-Jacques Rousseau, à l'importance du groupe, les échanges en groupe en particulier. Donc, on commence à être capable de s'arrêter, à nuancer ses perceptions, on visualise d'autres points de vue que les siens et on est plus tolérant aux idées des autres. Notre ami Georges va dire maintenant, ça a du bon sens, parce qu'on lui a dit que le soir, parce que son garçon, le soir, faisait des crises, il ne voulait pas aller se coucher, il ne voulait pas aller au dodo. Et là, c'était tous les soirs l'enfer, et la façon pour lui de régler le problème, c'était des tapes sur les fesses, c'était des tapes, même souvent une violence, était assez particulière. Et là, on lui avait dit, quelqu'un lui avait dit, et ça a commencé à mûrir, à trotter dans sa tête, si le soir, peut-être que tu prendrais 3-4 minutes, puis tu jouerais un jeu, peut-être une simulation, mais tu jouerais avec ton fils, peut-être qu'il dormirait mieux, peut-être qu'il accepterait mieux d'aller dormir. Peut-être que si tu acceptais le soir, peut-être de passer à côté de son lit, être avec lui, jaser avec lui tout en étant couché à côté. On lui avait dit ça. Là, il est à l'avenue où il est au point où il dit, bien, sais-tu, ça pourrait avoir du bon sens, comme dit. Donc, il commence à avoir des avenues, des possibilités. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement changé, mais il accepte les points de vue, les regards, les visions des autres. OK? Il y a déjà là, donc, un changement. Alors, il visualise d'autres points de vue que les siens et plus tolérant aux idées des autres. Il va commencer à dire, dans les verbatims de Maillard, c'était étonnant de voir, bien, peut-être que, ouais, ça a du bon sens. Le mot « peut-être » arrivait, quand avant, c'était « c'est évident, c'est comme ça, puis c'est comme ça que je vais faire ». Là, il commençait à mettre les mots « peut-être » ou de voir d'autres points de vue. Toujours dans cette pensée en éveil, on a des propos moins induits d'émotions négatives et moins et mieux argumentés, et on commence à voir l'avenir. On commence à poser un regard sur l'avenir. Et ça, je dirais, c'est beaucoup la force des centres de formation que vous êtes. Ce matin, je peux vous le dire en plein visage, c'est beaucoup votre force. Vous rencontrez ces jeunes-là qui n'ont plus de projet. Ils ont été très stigmatisés avant, ils ont été très fermés, où on leur a dit, toi, là, tu vas pas bien loin, bien plus que ça. Toi, Sébastien, là, tu serais peut-être bien mieux d'être mesureur, d'aller dans le bois résolu. On lui aurait dit, donc, des propos pessimistes. Là, maintenant, il commence à penser qu'il peut anticiper l'avenir. OK? À poser un regard sur l'avenir qu'il ne voyait pas. La pensée critique responsable. Et là, je veux bien que vous me suivez parce que je vais faire un petit accro, parce que je vais faire intervenir mon expérience aussi en tant que consultant dans un programme d'employés pendant 12 ans au C3S de Marais-Chapdelaine dans le secteur de Lelbourg, où j'avais en consultation 755 employés en possibilité, pas en consultation, mais avec possibilité, des gens que j'avais suivis. Vous allez voir qu'il y a une dichotomie, et je fais intervenir que certains ont déjà peut-être lu le syndrome du petit pingouin. Je vais tout simplement vous envoyer ça. Je vais y revenir. Normalement, la pensée responsable, c'est que là, on a une meilleure acceptation de ce que l'on est, et ça, vers quoi on s'en va. On est capable de réfléchir. Je dirais, c'est pas mal tout le monde ici. On est fonctionnel, on est adapté au travail,
On est généralement cohérent avec nos valeurs, notre senti, notre façon de vivre, nos valeurs personnelles et notre cohérence avec ce que l'on fait. Donc, il y a une cohérence, Carl Rogers disait une cohérence, une congruence, si vous voulez, entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais. C'est ça. Et je suis une personne adaptée. OK? Voilà ce que les auteurs, souvent, Marie-France Daniel, ou les auteurs en pensent. Mais moi, quand j'entendais ça, j'avais un problème. Je vais terminer simplement cette pensée-là, c'est que, et je reviendrai, je vous poserai le problème, un problème que vous allez être, je pense, vous êtes aussi en mesure d'aider vos élèves à le régler. Pour ne pas dire que nos élèves d'aujourd'hui commencent à le régler. Et ça va être mon propos de cet après-midi, c'est que l'absentéisme, là, c'est pas seulement parce que l'école ne fonctionne pas. C'est une façon, une contestation sociétale. J'y reviendrai, ça, c'est un autre propos. Mais à ce niveau responsable, je suis capable de réfléchir, je suis capable de m'autocorriger, je suis capable de prendre le temps chez nous d'avoir cette habitude-là de réfléchir, de peser, d'examiner, de m'arrêter devant un travail scolaire, de faire un peu de la synthèse, je vais être capable d'établir des étapes de résolution de problèmes. Je suis capable aussi en même temps, je suis porteur d'un projet. Généralement, mon projet est très bien défini. Je sais ce que je m'en vais, comment je vois ma vie, comment je vois d'une façon plus linéaire mes prochaines années devant moi. C'est ça la responsabilité ou la pensée responsable. Je suis capable d'anticiper favorablement aussi l'avenir. Le propos que je vais vous emmener, c'est le suivant. La pensée responsable, oui, et ça va nous faire intervenir pour comprendre que ça va aller à l'autre, tantôt qu'on parlera d'autonomisante, mais le beau livre de Denis Goulet, qui est un psychologue, je pense, de la Gaspésie, je ne sais pas s'il y a des gens de la Gaspésie ici, le syndrome du petit pingouin, où il nous parle de la suradaptation. C'est-à-dire, c'est l'individu qui s'adapte aux normes de la société, aux normes du travail, qui s'adapte à ce qu'on nous demande, mais au fond, ça ne correspond pas avec ce qu'il est foncièrement. OK? Dans les centres, les C3S, et là, je vous ferai, ce que je vous parle, vous ferez la transposition de ce que je présente dans votre propre milieu. Souvent, j'entends ou j'entendais dire, écoute Alain, on n'a plus le temps de penser, on nous demande de faire ça, on nous demande d'avoir des statistiques, on nous demande de produire des rapports, on n'a plus le temps, et nous autres, dans nos valeurs, dans notre formation professionnelle, ça serait de prendre le temps, ça serait de faire les choses autrement. Et là, on est obligé, pour répondre à la reddition de comptes ou répondre aux exigences administratives, on est obligé souvent de faire ce qui n'est pas selon nos principes. Et c'est ce qu'on appelle la suradaptation. Pour aller plus loin, la suradaptation qui va aller jusqu'à le burn-out, l'épuisement. Vous savez qu'on est loin dans le monde de l'éducation, dans le monde des affaires sociales. On a beaucoup de problèmes d'épuisement. Il y a le burn-out qui est très, très structuré, qui est très établi, le burn-out qui devient une dépression chronique, mais tu as beaucoup de monde qui travaille en burn-out, épuisé. Ils rentrent au travail, c'est plus le même sourire qu'on avait avant. Donc, ce que je veux vous emmener comme réflexion, et ce que je vous amène, je pense aussi, à essayer de faire réfléchir vos élèves, quand eux-mêmes, peut-être qu'ils l'ont réfléchi, pourquoi tant de contestation? Pourquoi tant d'absentéisme? Est-ce que ça ne serait pas pour nous dire, quelque part, inconsciemment, wow, allez sur le marché du travail comme vous fonctionnez, papa et puis mamie, là, ça ne nous intéresse pas. Vous comprenez? Et comment ça pourrait nous intéresser, avec quelle valeur, quelle façon, c'est un peu ça qu'on tente de vouloir renégocier. Moi, j'essaie de comprendre le comportement absentéiste aujourd'hui aussi de cette manière-là, entre autres, pas seulement que ça, mais entre autres. Le comportement absentéiste aussi du personnel. Quand on s'absente, qu'on a moins de goût, moins d'intérêt, il faut se protéger. Donc, ici, la pensée responsable, c'est-à-dire que oui, justement, en général, c'est que c'est des gens qui s'adaptent selon leurs valeurs, mais je vous fais un hic. Je vous ai dit un hic. Il peut arriver que ce soit une pensée responsable, trop responsable.
pour ça que je vous réitère ce petit livre-là bien fait de Denis Goulet sur le syndrome du petit pingouin. Je suis en train de préparer un texte, j'appelle ça le syndrome de la veuve de l'épinette. C'est un peu la femme qui prend toutes les responsabilités, OK, qui se retrouve au travail, qui son chum est parti dans le bois à faire la chasse, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe des randonnées. Et là, maintenant, qu'on se retrouve aussi à s'occuper des parents qui sont malades. Vous avez des pressions, les femmes, en passant. Ça sera un autre sujet qu'on pourrait en parler, mais vous avez beaucoup de pression. Mais ça fait partie aussi de ce que je parle, des syndromes de la réadaptation. Comment? C'est des questionnements que vous allez écouter, d'abord que vous pensez par rapport à vous-même, mais que vous allez aussi interroger vos élèves. Vous êtes des veuves de l'épinette. Je m'excuse, les femmes, surtout quand on est dans les régions. En ville, je pense qu'on se dilue un peu. OK? J'espère que Guillaume t'a pas pris ça sur le tape, là. Alors, l'individu peut être vulnérable à une suradaptation. C'est ça, l'esprit critique, le jugement. Mettre au courant, mettre à jour cette réalité-là. Voici comment le travail, le milieu professionnel vous attend. Et comment vous allez vous adapter à ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Toute cette dichotomie, cet antagonisme, ces contradictions qu'ils vont avoir à vivre. Alors, c'est facile de pouvoir les préparer, dire, nous, notre rôle, c'est de les préparer à aller sur le marché du travail. En autant qu'ils ont le job, ça rentre dans nos statistiques. Oh, pas sûr. Je vous emmène dans un aspect que je pense que vous avez un rôle, et un rôle important, parce que quand ils vont sortir de vos écoles, il va y avoir d'autres temps, y a-t-il du monde qui va les faire réfléchir sur leur vie? Probablement pas. Quand on a des services, des jeunes, jusqu'à l'âge de 18 ans, tu n'as des services. Mais après 18 ans, là, tu n'as pas beaucoup de services. Et c'est là que les enseignants comme vous, et là, je le dis très respectueusement, parce que je le pense, deviennent non seulement des guides, j'appelle ça des tuteurs de résilience. Et ça ne me gêne pas de vous le dire ce matin. OK? Or, quand on réussit à dépasser cet aspect responsable, je dirais l'aspect idéal, c'est la pensée critique autonomisante. Là, l'individu a une excellente autocritique. Il est capable de s'autosuffire, de s'autocorriger, de s'autodéterminer. C'est un être qui est capable, comme j'ai une jeune Amérindienne à Radisson qui disait, qui m'avait raconté son vécu, un vécu difficile en communauté, je n'irai pas plus loin, et qui disait, ben moi, j'ai progressé dans ma vie. Elle dit, maintenant, à Radisson, là, même si les commissions scolaires obligent que mes enfants aillent à l'école les premières semaines de septembre, elle dit, moi, ça fait partie de mes valeurs personnelles. Ça fait partie de ce que je crois, que les 3 semaines, nous partions et que nous allions à la chasse, à la pêche. Ça fait partie de mes valeurs amérindiennes. C'est ça, la pensée autonomisante. Être capable de prendre ses décisions, mais souvent à l'encontre d'eux, donc à l'encontre des conditions, des interdits sociaux. Je te donne des images, je me permets des images pour moi d'hommes et de femmes qui correspondent à la pensée critique autonomisante. Je pourrais mettre Micheline Nanctot. Je pourrais mettre, même s'il y en a qui ne l'aiment pas, Michel Chartrand. OK? Il ne faisait pas toujours ça pour faire plaisir aux autres, mais il donnait ses convictions. Je pourrais mettre Robert Gravel dans le domaine, du cinéma, OK? Et Dieu sait, je pourrais mettre aussi notre ami Dan Bigra. Ne tirez-moi pas des roches, là, mais je pense que quelque part, il y a cette position marginale. Au fond, dans la pensée critique autonomisante, on va être capable, ou on devrait être capable, non seulement de s'autodéterminer, mais de s'autosuffire. De ces 4 points-là, alors c'est un individu qui se distingue par son attitude morale, induite de générosité, de tolérance et de bienveillance. Généralement, les gens qui sont dans cette pensée autonomisante, c'est des gens qui sont très engagés socialement. Je parlais de Michel Chartrand, mais sa femme a été aussi remarquable, peut-être plus oubliée, un peu en retrait, mais c'est une femme très engagée socialement. Pour moi, une que j'aime beaucoup, probablement que vous appréciez, c'est Jeannette Bertrand. OK? Jeannette Bertrand, avoir le cran, puis même à 82 ans, aller dire ce qu'elle a dit, ce qu'elle a prétendu, bravo, puis qui fait avancer les choses. Ça est une femme simple,
savez, alors, ça n'a pas besoin d'être voir du monde instruit là-dedans, là, de les dire. Voyez-vous, elle n'a pas une grande instruction, cette dame-là. Alors, elle a le gros bon sens. Comme disait Rosanna dans le temps d'une paix, ou le curé, elle a le gros bon sens. Est-ce qu'il y en a qui prennent ça le temps d'une paix? OK. Alors, quand l'échec devient une réussite, c'est-à-dire que là, on est capable, à ce niveau-là, que l'échec ou les expériences difficiles, on est capable de les reconstruire. Je dirais qu'il y a comme une volonté, une attitude résiliente qui se développe au niveau des gens. Je ne voudrais pas aller plus en détail de cet aspect-là parce que je sais que j'ai le temps. On m'a prévenu d'essayer. Est-ce que je suis dans les heures? OK. Alors, pour favoriser l'esprit critique, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, puis-je vous demander, dans vos milieux respectifs, dans le cadre de soit vos groupes matières, de vous poser la question suivante, ou soit dans une journée pédagogique. Pourquoi pas ça ne pourrait pas être un thème qu'on pourrait aborder? L'esprit critique chez nos élèves, c'est quoi? De quoi qu'on parle? Vous allez voir, les gens vont dire, c'est tellement large qu'on ne sait pas. Comment on peut mesurer ça? Qu'est-ce qu'on peut faire chez nous, dans notre bâtisse, pour développer le jugement, qui est une faculté intellectuelle que Piaget et bien des auteurs vont dire, qui est fondamentale. OK? Or, est-ce que nous sommes suffisamment convaincus, est-ce que nous sommes convaincus de l'importance d'une telle formation de nos élèves? C'est la première question qu'on doit se poser. Et est-ce que les conditions professionnelles actuelles, et là, souvent, dans certains sens, je pense dans les CFP, ils vont dire, écoute, Alain, là, on a tellement des horaires, des structures, des programmes précis qui ont été achetés, qu'il est difficile de prendre un temps, de s'accorder du temps. L'expérience qu'on a faite à Chicoutimi, qui est au Centre d'éducation des adultes, où on avait une femme, une directrice extraordinaire, extrêmement ouverte, on avait même accepté que ça puisse donner un crédit pour les élèves de participer à cette formation-là. Parce qu'il y a un problème aussi, c'est que demander aux élèves d'assister à une formation spécifique, ils vont dire, bien, écoute, ça donne-tu quelque chose? C'est-tu un crédit? C'est-tu crédité, etc.? Donc, voilà. Est-ce qu'on a des conditions, des charges de travail, de perfectionnement? Est-ce qu'on est à l'aise de donner cette formation-là quelque part? OK? Comment ça se fait? Si on adhère à ces premiers questionnements-là, comment on peut le faire? D'abord, c'est une approche de groupe, c'est un échange de groupe, c'est un dialogue, on appelle ça une approche dialogique, où les élèves, entre eux, discutent, échangent, reçoivent la critique, donnent la critique, analysent, reprend les analyses des autres. Il y a un cheminement. Deuxièmement, l'enseignant aussi se donne en exemple de quelqu'un qui est un penseur critique. Vous allez être un exemple pour leur donner aussi comment qu'on pense, comment qu'on réfléchit, comment qu'on prend le temps de. OK? C'est aussi des médiums d'expression. Souvent, ce n'est pas seulement le médium d'expression orale, ça peut être souvent par un travail en groupe, ça peut être un dessin collectif qu'ils vont avoir à faire, OK? Et qui vont participer à ces activités-là. Comment on va faire? Je vous suggère, en classe, très sommairement, soit à l'intérieur de votre matière, d'intégrer des thèmes où vous allez susciter des thèmes, des éléments de votre matière pour susciter le questionnement. Autrement dit, vous utilisez votre matière pour avoir des temps propices de discussion avec les élèves sur la réalité, sur la matière comme telle. Parfois, certaines matières, vous allez dire, et ça, c'est beaucoup dans les centres d'éducation des adultes que j'ai appris, que beaucoup le faisaient. Entre autres, d'avoir participé à l'Association québécoise des intervenants en éducation des adultes, j'ai appris beaucoup d'eux de voir que certains enseignants disaient, moi, là, je prends ma matière, l'anglais, le français, même les mathématiques, pour amener les gens à réfléchir, à penser entre eux autres sur les solutions, et non être dans une didactique beaucoup plus traditionnelle d'assimilation de savoir. La deuxième méthode, ce serait une pause à l'intérieur du cours. Et là, ce que j'appelle la pédagogie McCourt. Frank McCourt, lui, s'arrêtait, c'est un enseignant irlandais qui travaillait avec des jeunes du Bronx au New York, des jeunes en très grande difficulté. Il s'est aperçu qu'à un moment donné, donner une matière
à un moment donné, il les perdait complètement. À un moment donné, il faisait des pauses, il pouvait raconter son voyage, il leur demandait de se raconter. Au début, c'était, il se racontait sa réalité, et par la suite, il a commencé à amener les jeunes, ses élèves, à raconter sur des réalités de leur vécu, de leur quotidien. Et à un moment donné, il revenait, il pouvait faire ça peut-être 15-20 minutes, 30 minutes, il revenait à sa matière, il revenait à son cours, mais il se faisait un devoir, une préoccupation de faire des pauses dans son cours. Alors, cette pédagogie MECA, je vous encourage de lire, entre autres, le livre pour comprendre aussi les impacts que ça a eu sur les élèves, de lire le livre qui est Teacher Man, qui est en français en passant, qui donne vraiment, je dirais, le stimulant intellectuel. Lui-même, il disait, ce sont dans ces temps-là que je rejoins et que je redémarre mes élèves. OK? Donc, cette formule-là, c'est une formule que je dirais est beaucoup utilisée actuellement dans vos centres. Ce n'est pas quelque chose qu'on a appris de McCord, mais c'est déjà beaucoup je dirais, d'expériences concrètes, quotidiennes que vous faites. La troisième, cela est moins vendeuse. Certains l'ont tenté, c'est de créer un cours spécifique sur la formation de la pensée critique. Et là, ça devient un peu plus difficile. Ça devient, comme on est, l'intégrer dans le cadre de la formation que vous donnez. Ça va demander un certain, je dirais, modélisation, un certain, je dirais même, une audace, un courage de votre part, si vous êtes dans les directions scolaires, de pouvoir être capable de dire, bien, nous, on va tenter. Quitte à le tenter, je vous le suggère, comme expérience, pour une année, si j'intègre tel élève ou des élèves dans un processus d'une formation continue, à minimal 90 minutes par semaine, de façon continue, de façon réservée, jusqu'à, je vous encourage peut-être de le faire au moins 4 mois. Au moins 4 mois. Mais ça pourrait se faire pour, s'ils sont 2 ans de formation, pourquoi pas pendant les 2 ans de formation. Et vous allez voir que vous allez avoir des résultats étonnants. Ce qui est contre-indiqué dans ce style-là, souvent, c'est qu'on fait, bon, dire que ça serait-tu pareil que de temps en temps, comme des forums de discussion, de temps en temps. Je pense qu'il faut qu'il y ait de la régularité, que ça devienne comme un rituel, que ce soit quelque chose de régulier, qui chemine d'une façon et qu'on peut faire aussi l'analyse, et aussi quelque chose qui soit préparé comme cours. Emmener la discussion d'échange avec des gens qui ne sont pas habitués, ça peut être un... Et je dirais une formation spécifique. Et en hors classe, pourquoi pas organiser des forums de discussion? J'ai vu ça dans des centres, je pense que c'était à l'école, je ne sais pas si c'est à Louis-Joliette ou à Sherbrooke, mais on faisait des forums de discussion. Bien sûr que ce n'est pas tous les élèves qui embarquent là-dedans. Il y a des blogs de discussion. Pourquoi pas utiliser leur technologie, OK? Si on s'en va d'ailleurs de plus en plus vers ce qu'on appelle la pédagogie inversée, pourquoi pas utiliser beaucoup plus leur technologie pour être capable de les amener des échanges, des discussions entre eux. Alors, je vais terminer en donnant tout simplement il me reste 2 minutes, pas plus que ça. Je fais une petite lecture, puis je termine. Au fond, ce que je veux, sur quoi je veux vous laisser, c'est qu'il faut y croire. Si vous n'y croyez pas vous-même, si c'est quelque chose qui est un doute, ne vous embarquez pas. Ce que je pense qu'aujourd'hui, ce que je retiens dans ce que vous êtes venu dans cet atelier-là, il y avait une curiosité, mais je pense une curiosité parce que vous avez assisté, vous avez pris ce thème-là, une curiosité, mais une préoccupation. Et comme enseignant, enseignante, ça devient déjà un premier questionnement. Or, votre défi, et je termine avec ces quelques lignes, notre défi pédagogique est de faire progresser nos élèves sur le plan de la pensée critique. Ce qui signifie de les aider à améliorer les processus menant à leur jugement et à leur capacité de prendre des décisions éclairées. Tout cela dans une école qui devient un lieu d'expression et d'analyse, et pas seulement sous l'angle de l'utilité qu'elle représente pour accéder à une vie aisée et professionnellement satisfaisante. Alors, je vous remercie et bonne fin de session.